Bonjour, je suis content de vous revoir aujourd'hui. Je voudrais réagir suite à l'audition d'une émission de radio qui s'est tenue sur Lux Radio cette semaine, où il était question des médecins, en tout cas de la profession médicale, et surtout du fait de devoir combler le déficit en cadres médicaux, à la fois les médecins, mais également d'infirmiers ou d'infirmières euh, ici au Maroc. Alors, le nouveau modèle de développement, on a parlé, des chiffres circulent, selon certains chiffres officiels, il manquerait 32 000 médecins, d'autres chiffres existent et qui pourraient apporter soit des chiffres vers le haut, d'autres vers le bas, mais en tout cas, d'autres chiffres existent. Mais finalement, la question n'est pas là. Il manque des médecins, ça c'est un point indéniable, semble-t-il. En tout cas, dans cette vision du monde telle qu'elle est là aujourd'hui et dans ce mode d'organisation tel qu'il est de la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors, on ne va pas tellement parler de la profession médicale, enfin du cœur de la profession médicale, hein, de son bien fondé ou non, Big Pharma, pas Big Pharma, ça n'a rien à voir avec ça aujourd'hui, mais on va plutôt en parler au niveau d'un fait de société. D'accord. En fait, il manque des médecins, mais en fait, il ne manque pas des médecins partout. Il y a des endroits où il manque cruellement des médecins, et puis il y a des endroits où il n'en manque pas. Alors, pour simplifier probablement un peu les choses, où est-ce qu'il manque des médecins? Il manque des médecins dans des endroits qui sont finalement peu attractifs, dans des douars, dans des petits villages, dans des endroits assez reculés où le confort est très relatif, où il n'y a pas grand-chose à faire, où il n'y a pas tout ce que peut offrir une grande ville en termes de confort, en termes de prestige, en termes de loisirs, en termes d'école pour les enfants, en termes enfin, de plein de choses. Et donc en termes d'une certaine qualité de vie, ni même d'ailleurs en termes de revenus, parce qu'on est probablement plus en contact avec des gens pauvres, etc. Alors c'est vrai que l'État a mis en place un certain nombre de choses qui tentent de pallier à ça. C'est comme ça qu'on a des dispensaires de l'État, etc. Mais pour pouvoir faire fonctionner ces dispensaires, encore faut-il avoir du personnel et du personnel médical qui travaille pour l'État. D'accord. Et qu'il fasse une bonne prestation. Alors, certains ont envie de faire une bonne prestation, c'est comme dans tout métier, il y a des gens qui travaillent bien, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement envie de bien travailler, il y a des gens qui sont motivés à le faire parce qu'ils aiment leur métier, il y a des gens qui sont motivés à faire le métier parce qu'ils gagnent de l'argent. Donc, je veux dire, toutes les situations peuvent exister. Maintenant, ce qui m'a choqué dans le débat, c'est que on avait ce double langage que l'on entend souvent. Oui, nous sommes là pour la santé et aider les gens, mais en même temps, nous avons fait 8, 10, 12 ans d'études et nous voulons être traités correctement, nous voulons avoir une grande qualité de vie, nous voulons très très bien gagner notre vie parce que on parle également de revalorisation des salaires, des revenus, etc. Bref, nous voulons retrouver notre place, alors ça c'est moi qui parle maintenant, notre place assez dominante, où nous faisons partie de l'élite de la société, des gens qui, à travers leur métier, gagnent le plus, etc., etc., etc. Et donc, on se rend compte que finalement, la principale motivation à ce métier, c'est de gagner sa vie et certainement pas de soigner ou d'aider quelqu'un. En tout cas, les gens qui portaient le discours à ce moment-là, c'est ce qu'ils font comprendre. En tout cas, c'est ce que leur discours est occupé à porter. Et c'est là où nous avons un problème, parce que nous sommes occupés à essayer de trouver des solutions, autant au niveau de l'université, des universités, pour voir comment absorber le fait de pouvoir créer 32 000 médecins en plus, enfin, pouvoir mettre sur le marché 32 000 médecins en plus, des médecins qui en plus ça vont rester au Maroc et pas choisir de partir à l'étranger pour faire leur spécialité ou y faire leur carrière parce que c'est plus avantageux, parce qu'ils gagnent plus, parce qu'il y a un modèle de vie différents, etc., etc., etc. Si bien que finalement, on paierait pour former des médecins, et plutôt des bons médecins, puisqu'ils sont acceptés dans le reste du monde. On paierait donc pour former ces médecins, les citoyens paieraient pour former ces médecins, mais par contre, ces médecins ne resteraient pas. Les médecins se sont montrés très offusqués à l'idée que l'on puisse demander aux médecins qui seraient formés dans les écoles publiques de signer, en tout cas les candidats médecins, de signer un contrat qui les obligerait à rester un certain temps sur le territoire national au service des citoyens dans des postes qu'on leur enjoindrait au sortir de leur étude.
Et là, ils disent, mais enfin, c'est un manque total de liberté. Est-ce que c'est constitutionnel? Est-ce que cela ne prive pas, finalement, est-ce que ça ne ferait pas des médecins des sous-citoyens qui auraient moins de droits que les autres? Et c'est là où moi j'ai un problème, parce que c'est complètement ignorer, ou en tout cas, c'est faire semblant de ne pas comprendre ce qu'est un contrat. On n'oblige personne à rentrer dans ce contrat. Mais on n'oblige personne non plus à suivre des cours de médecine. D'accord? Et puis si la personne ne veut pas rentrer dans ce contrat, il y a toujours la possibilité d'aller suivre des cours dans une institution privée. Alors on dira oui, mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer une institution privée. Je suis bien d'accord. Mais en même temps, l'institution publique, elle est bien payée par les citoyens, les riches comme les pauvres. Et les pauvres peut-être pas beaucoup, les riches peut-être beaucoup plus, peu importe, mais chacun fait un effort et prend de la nourriture qu'il pourra donner à ses enfants, surtout quand on est très pauvre, pour pouvoir permettre, entre autres, de former des médecins. Et il est assez légitime derrière de pouvoir tirer le bénéfice de ces médecins. Et donc, comme les médecins en fin de cycle ont cette tendance, je ne sais plus le chiffre, mais je crois me souvenir quelque chose à hauteur de 70%, à vouloir quitter le territoire et faire carrière ailleurs, il est normal que l'État, à un moment donné, cherche à s'en prémunir en disant, voilà, moi, j'ai mis en place ce qu'il faut pour former des médecins, et puis j'aimerais bien avoir un retour sur cet investissement en faisant que ces médecins restent un certain temps sur le territoire. Ça peut être un temps à peu près égal à la durée de leurs études, 8-10 ans, mais ce qui veut dire aussi que je vais devoir reconstituer à chaque fois ce capital de médecins, surtout si au bout de ces 8 ans, ils décident malgré tout de partir. Donc ils y voient une entrave à leur liberté et à leurs droits fondamentaux. Alors qu'en fait, il ne faut qu'accepter un contrat. On leur dit, tu veux devenir médecin? Écoute, avec plaisir, nous allons te former comme médecin. Mais nous aussi, nous avons des choses que nous souhaitons. Nous allons t'offrir la formation, mais nous souhaitons que tu puisses mettre derrière tes compétences au service des gens qui en ont besoin chez nous. Et pas dans d'autres pays où tu vas pouvoir t'enrichir, en ce sens que la nation, c'est-à-dire les riches comme les pauvres, vont t'offrir une formation pour que toi tu ailles t'enrichir tout seul ailleurs, et que cette population reste sans médecin, etc. Donc, en fait, ce qui est proposé aux gens, c'est un contrat qui ne sont pas obligés d'accepter, mais évidemment, ce choix a une conséquence. Je veux dire, s'ils l'acceptent, ils doivent rester, s'ils n'acceptent pas, ils ne viennent pas médecins. En tout cas pas dans le circuit public. Et moi, ça me paraît très légitime, je n'ai pas de souci avec ça. Simplement, les gens n'aiment pas ce type de contrat ou aimeraient bien voir ça comme étant un chantage. C'est vrai qu'il y a d'autres professions qui ne sont pas soumises à ça, et peut-être même aucune, mais je veux dire, ce ne sont pas des professions sur lesquelles on a un besoin criant, et qui en plus de ça touchent directement à la qualité de vie, je veux dire, des citoyens du royaume. Donc, je ne trouve pas ça très illégitime comme demande et comme proposition. Alors, qu'est-ce qui est en jeu dans tout cela finalement? Ce qui est en jeu finalement, c'est une certaine forme d'individualisme, une certaine forme d'égoïsme, mais surtout aussi un modèle de vie, une proposition de vie qui nous est faite depuis longtemps et qui nous tire vers le bas. Et cette proposition de vie, c'est, on va l'appeler comme ça, le matérialisme. C'est-à-dire de vivre la vie d'ici, avec tout son confort, toutes les joies de cette vie, également le fait de satisfaire peut-être à son ego en étant le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus supérieur, en étant riche, en ayant de belles voitures, de belles maisons, etc. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas qu'on ne peut pas l'avoir, mais en même temps, la satisfaction de nos besoins individuels font que ceci prime sur l'intérêt du groupe. Et donc, nous nous soucions plus du tout du groupe, ou nous ne mettons plus la communauté en priorité. Alors vous pourriez dire, oui, mais pourquoi est-ce que moi je devrais mettre la communauté en priorité et pas les autres? Et là, vous aurez raison, et c'est vrai que tous, nous devrions mettre la communauté en priorité, et peut-être que ça nous pousserait justement dans les entreprises aussi en tant que cadre, à prendre des décisions qui sont peut-être moins dommageables à la communauté et à l'avenir de la communauté, chose qui se fait beaucoup par ailleurs aujourd'hui. Et je l'ai déjà dénoncé dans d'autres vidéos. Donc la question, elle est là. Sommes-nous prêts à, mettre nos intérêts communs en priorité, de façon à peut-être, à titre individuel, certains peut-être pouvoir
disons, moins satisfaire certaines aspirations plus de confort ou matériel, etc. Mais par contre, permettre à l'ensemble de la société de s'en sortir, d'avancer, de se tirer vers le haut. Ou bien, est-ce que je continue à vouloir travailler de manière très individuelle et donc à la satisfaction de mes propres besoins, à la satisfaction de mes propres peurs, en tout cas la résolution de mes propres peurs, etc., au détriment des autres, et puis à un moment donné de moi-même aussi, car la seule issue possible de tout cela, c'est que nous allons tous nous effondrer, parce que chacun va continuer à prendre des décisions dans son coin qui vont chaque fois entailler un peu plus la communauté, jusqu'au moment où cette communauté sera complètement divisée, détruite, tailladée, ne tiendra plus, s'effondrera, et nous nous effondrerons avec elle. Et donc nous aurons joué un temps d'un certain confort, d'une certaine qualité de vie, d'écran plat, de grandes voitures, de voyages, etc., qui nous auront peut-être bien épanouis, et puis à un moment donné, on se retrouvera comme tout le monde, avec plus rien du tout. Et je pense que c'est bien ce qui est occupé à se passer pour l'instant. On voit que de plus en plus la classe moyenne est occupée à disparaître, compte tenu des crises et crises financières qui se succèdent. Beaucoup continuent à vouloir espérer, parce que le rêve nous est encore vendu, de pouvoir accéder à cette classe moyenne ou classe moyenne supérieure, alors qu'en fait, elle est en totale disparition. C'est un peu la carotte qu'on nous met devant le nez pour que nous continuions à tirer une charrette qui n'est pas nécessairement la charrette que nous aimerions tirer, ou en tout cas pas nécessairement dans la direction dans laquelle nous aimerions aller. Mais cette carotte a l'air tellement alléchante que nous avons envie de la voir. Donc peut-être aurions-nous besoin de reprendre nos esprits, de faire le point de la situation, de commencer à parler ensemble, de renouer le dialogue entre nous, de redévelopper des compréhensions peut-être plus saines de ce qui est occupé à se passer, et puis de commencer à tenter d'imaginer ensemble un monde qui soit plus en équilibre, où effectivement tous les citoyens puissent être pris avec nous et qu'on ne laisse personne derrière nous. Or, et c'est ça qui est très surprenant, c'est qu'il y a une commission qui a été mise en place par Sa Majesté le Roi, et qui a pondu le nouveau modèle de développement qui est porté par Sa Majesté, par le palais et par le gouvernement aujourd'hui. Dans ce nouveau modèle de développement, l'objectif fondamental, me semble-t-il, c'est justement de ne laisser personne derrière nous et de rendre de la dignité à tous ceux qui en manquent cruellement, ne fût-ce que déjà par l'économique, mais également socialement, etc., puisque les choses vont souvent ensemble. Et par contre, si l'ambition est bien là et que nous pouvons tous être intellectuellement d'accord à dire oui, c'est une bonne chose à faire, c'est vraiment ce qu'il faudrait faire, personne ne devrait rester derrière nous. En même temps, nous ne sommes pas prêts, au sacrifice que l'on devrait faire pour pouvoir faire en sorte que ça devienne une réalité. Donc la première chose que nous devrions apprendre à faire, c'est commencer à nous oublier. Alors, pas nécessairement nos besoins fondamentaux, on a besoin de boire, de manger, d'avoir un toit sur sa tête. Mais si on a suffisamment confiance en Dieu, et là je viens avec mon côté un plus spirituel, on a eu la promesse que nous aurions ça tous les jours, donc on ne devrait pas s'en tracasser plus que ça. Mais par contre, peut-être devrions-nous œuvrer beaucoup plus en conscience au bien-être de l'ensemble plutôt qu'à notre bien-être personnel. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre soin de nous-mêmes et de notre famille. Même notre famille commence déjà à être un premier groupe, mais je pense qu'on doit aussi s'occuper de ses voisins, on doit aussi s'occuper de sa communauté et de manière plus vaste s'occuper de nos concitoyens, de nos coreligionnaires, etc. Et c'est tous ensemble que nous devons construire une société où finalement chacun a sa place, chacun a de la dignité, etc. Et ça, c'est un changement de regard. Ce n'est pas ce qui nous est vendu. Ce qui nous est vendu nous pousse à la division, nous pousse à la compétition. C'est ce qui a fait que nous sommes devenus, professionnellement parlant, des produits sur un marché du travail. Nous sommes devenus des pièces parfaitement interchangeables. Et avec un enseignement qui est très formaté, ces pièces sont très interchangeables, dans la mesure où nous sommes très formatés. Il n'y a plus énormément de différence entre nous. Et donc, à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de plus-value. S'il n'y a pas de plus-value, je peux être remplacé par quelqu'un qui aurait des prétentions moindres que les miennes à compétences équivalentes. Donc, on est vraiment sur un marché du travail. Et sur ce marché du travail, nous ne sommes pas l'un des deux protagonistes, nous sommes le produit. Je crois qu'il faut être très clair par rapport à cela.
Donc nous pouvons changer cela, nous pouvons repasser de l'état de produit à l'état d'humain. Pour ça, on a probablement besoin de se remettre ensemble, de parler ensemble, de se construire un projet de société ensemble et surtout d'œuvrer à ce projet de société en prenant soin des autres, en faisant ce que nous avons à faire pour les meilleures raisons du monde. Par exemple, si je suis médecin, ma première mission, c'est de soigner les gens. Et c'est ce qui devrait me motiver à le faire. Maintenant, en demeurant, je peux gagner ma vie en soignant les gens. Mais mon objectif, c'est pas de gagner ma vie, mon objectif, c'est de gagner des gens. Et au demeurant, ça peut me permettre aussi de gagner ma vie. Mais ça veut dire quoi? Par exemple, moi, je suis coach. C'est une de mes 3 casquettes. Je me définis comme un consultant, un formateur et un coach. Je suis coach. J'ai très conscience de cela. Mon travail en tant que coach, c'est d'accompagner les gens à trouver des solutions et à pouvoir aller mieux dans la vie, parce que c'est les accompagner à dépasser des situations qui leur paraissent insurmontables. C'est ça mon travail. Et je suis passionné par le fait de faire ça. Et au demeurant, il m'arrive de gagner ma vie en faisant cela. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui sont aisés et qui peuvent me payer correctement, ou bien des entreprises qui font appel à moi et qui payent un prix entreprise, et ça me permet de mettre quelque chose sur la table le soir et de nourrir ma famille. Et puis en même temps, je peux aussi accompagner des gens qui sont aussi en souffrance, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir se payer un coach, et de pouvoir les accompagner gratuitement ou pour pas grand-chose. Ça peut être pour 2 œufs, un poulet, que sais-je d'autre, peu importe, ou même rien du tout. Parce qu'eux aussi, on doit pouvoir être accompagnés, à pouvoir trouver des solutions et dépasser des situations qu'ils vivent. Et d'ailleurs, ces gens-là ont parfois des situations beaucoup plus aiguës que d'autres personnes qui sont peut-être plus instruites, ou s'ils n'ont pas des situations plus aiguës, elles sont peut-être plus démunies que des personnes instruites, parce qu'elles ont moins appris de choses qui leur permettraient d'avoir des clés pour pouvoir accéder au problème et à dépasser ce problème. Donc c'est comme ça, je pense qu'on devrait tous travailler, c'est de faire les choses pour les meilleures raisons du monde, et puis au demeurant, on peut gagner sa vie en faisant cela. Mais ce n'est pas le premier objectif. Je pense que ça, c'est déjà un premier pas. Alors il y en a plein d'autres qu'on pourrait faire. Je pense qu'il est grand temps qu'on commence à s'asseoir tous ensemble, à parler, à discuter, mais puis surtout à agir. Mais à agir dans le sens de la communauté, dans le sens du bien-être de l'ensemble, et puis de prendre aussi beaucoup plus conscience de nos décisions et des conséquences qu'auront nos décisions. Et pas les conséquences à court terme, aussi les conséquences à long terme, voire à très long terme. Parce que les options que nous prenons aujourd'hui, les choix que nous posons aujourd'hui, nous entraînent dans un chemin qui va dans une direction, et si on ne dévie pas cette direction, ça nous amène à une destination. Est-ce que cette destination est viable? Il y a 20 ans, il y a 30 ans, les choix que nous avons posés nous ont amenés à là où nous sommes aujourd'hui. Et beaucoup pensent que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas nécessairement très enviable. Alors oui, technologiquement parlant, on vit dans un monde très technologique, avec beaucoup d'avancées, des avancées scientifiques, etc. Par contre, en termes de qualité de vie, il y a beaucoup de choses qui se sont dégradées, et beaucoup en souffrent. Rappelez-vous que l'année dernière et l'année d'avant, nous avons vécu des confinements, nous avons vécu de la distanciation sociale, nous n'avons pas pu aller voir nos familles, nos amis, on n'a pas pu s'asseoir à une terrasse, prendre un café, discuter avec des gens, et finalement nous comporter simplement comme des êtres humains. Nous étions comme des chiens mis au chenil, enfermés, en train d'obéir gentiment au prétexte qu'il y avait un vilain virus qui traînait dehors. Alors je ne dis pas que c'était à faire ou à ne pas faire, mais en tout cas nous avons vécu cela. Mais qu'est-ce qui nous a amené à ça et à ce type de management de l'État, à ce type de politiciens? Ce sont des décisions successives que nous avons prises depuis plus de 30 ans, qui nous ont amenés tout doucement à ce modèle-là. Et dans les décisions, il y a des décisions que nous avons prises par lâcheté, parce que nous n'avons pas eu le courage de certaines choses, nous n'avons pas eu le courage de dire non, nous n'avons pas eu le courage de choisir les bonnes personnes, nous n'avons pas eu le courage à un moment donné de dire non à un employeur, à une proposition qui nous était faite, à une proposition parfois très alléchante financièrement, etc., mais qui allait être dommageable pour le reste de la communauté.
D'ailleurs, j'aurais tendance à penser que à partir du moment où on nous propose beaucoup d'argent ou quelque chose qui va nous profiter très fortement à titre personnel, ben finalement, c'est le prix d'une trahison. C'est souvent le prix qui nous est fait d'une trahison. Les choses ont un tarif qui est un tarif normal. À partir du moment où on dépasse ce tarif, c'est qu'on nous demande de trahir quelque chose, de trahir les autres, de trahir la communauté au bénéfice de quelques-uns et nous devenons quelque part à travers cet argent ou ces avantages complémentaires qui nous sont donnés, qui parfois sont même des avantages simplement émotionnels. Hein. Regardez ma carte de visite, mon titre, ma voiture, ma place de parking, ma secrétaire, mes mètres carrés de bureau. Donc mon prestige quelque part, eh bien c'est l'os qu'on nous donne pour que nous soyons dociles et que nous avancions dans le sens de ce que notre maître a envie de nous. Alors il y a des maîtres qui sont justes et corrects, hein, là n'est pas la question, mais il y en a aussi dont le seul but est de s'enrichir. Ma foi, pourquoi pas, et qu'ils le souhaitent et qu'ils l'essayent, c'est tout à fait normal. Maintenant, nous ne sommes pas obligés nécessairement d'être complices par rapport à ça. Alors, s'il veut s'enrichir et que les choses se passent bien, tant mieux, c'est un cercle vertueux, parce que de son enrichissement, il ira le réinvestir, ce qui recréera de l'emploi et rendra de la dignité par l'économie à des gens qui en ont besoin. Donc, je ne suis pas du tout contre l'enrichissement. Maintenant, un enrichissement qui est éhonté et qui n'apporte rien en retour, et qui se fait au détriment des autres, au détriment de la communauté, au détriment peut-être des plus faibles, des plus pauvres de la nation, ou bien qui est occupé à détruire la classe moyenne, comme on peut le voir à plein d'endroits, ça, c'est une responsabilité que j'ai peut-être pas envie nécessairement de prendre sur mon dos. Et donc, lorsque je prends une décision au nom de quelqu'un d'autre, soi-disant, ben, c'est quand même moi qui prends la décision. Et donc, je porte une responsabilité vis-à-vis de la communauté de cette décision qui est prise. Si je suis policier, si je suis gendarme et que j'attaque, même si on a donné l'ordre, des citoyens qui pacifiquement sont occupés à, comment dire, à manifester parce qu'il y a des conditions qui leur paraissent inacceptables, etc., eh bien, je commets un tort par rapport à la communauté que je suis censé en principe protéger. J'obéis certes à un ordre, mais j'ai accepté et donc j'ai choisi d'obéir à cet ordre et de faire du tort à la communauté en la privant de pouvoir s'exprimer et de pouvoir dans la dignité peut-être dire non à quelque chose et d'ouvrir un dialogue pour arriver à des choses qui seraient peut-être plus équilibrées. Donc je porte aussi une responsabilité par rapport à cela. D'ailleurs, si on reprend un peu les observations qu'avait fait Hannah Arendt lorsqu'elle était allée voir le procès d'Eichmann, je pense, si ma mémoire est bonne, en Israël, c'était vraiment ça qu'elle avait commencé à observer aussi. Finalement, ben, ce sont tous des gens, et c'est ce qu'on avait eu également dans le procès d'Heidelberg, je crois, enfin le procès qui a eu lieu, le nom m'échappe, je crois que c'est Heidelberg, euh, euh, juste après la Seconde Guerre mondiale, quand on a jugé tous les dignitaires nazis. C'est ce qui ressortait. La plupart des gens disaient j'ai juste obéi aux ordres. Le problème, c'est que ces ordres ont commis des torts énormes, je veux dire, à la population. Je ne pense pas qu'aux gens qui ont été déportés, je pense même aux gens qui ont dû souffrir avec des tickets de rationnement, avec une vie qui a été quand même passablement massacrée, qui ont dû vivre dans des caves, dans des conditions parfois insalubres, avec une difficulté à accéder à des soins, etc., etc. Bref, la vie qu'on peut avoir en temps de guerre et en temps d'occupation. Donc, ils portent aussi une responsabilité, mais ils ont quelque part occulté complètement ça en disant j'obéis à des ordres, mais ils ont bien choisi de se mettre dans ce système, dans cette vision du monde, et ils ont choisi leur hiérarchie, ils ont choisi le fait d'obéir à cette hiérarchie. C'est un choix qu'ils ont fait, et de ce choix, ils ne pourront jamais s'en défaire. Et on est à cette croisée des chemins. Et aujourd'hui, on va devoir réfléchir. Donc, cette émission que j'avais entendue sur Lux Radio cette semaine m'avait beaucoup choqué par rapport à cela. Parce qu'en fait, d'un côté, nous sommes dans un pays où Sa Majesté le Roi et puis peut-être le gouvernement, alors sont-ils tous toujours parfaitement sincères? J'en sais rien. C'est vrai qu'on a un gouvernement d'affaires pour l'instant. Mais accordons-leur le bénéfice du doute et disons que oui. Tentent d'apporter des solutions par rapport à des solutions, des populations qui sont en souffrance, qui sont en manque de médecins, etc., qui sont en manque de soins.
Et l'État fait ce qui est raisonnable de faire. Il dit, ben voilà, moi je suis d'accord d'investir dans le fait d'avoir des médecins, donc de former plus de médecins, donc de payer des cours. Alors un médecin, d'après le chiffre qui était sorti, ça coûte à peu près 5 millions à la communauté à être formé. Alors quelqu'un avait dit 1 million et quelqu'un avait dit que ça coûtait à peu près 5 fois plus cher. Donc j'imagine que ça coûte 5 millions de dirhams à former. Pardon. Un médecin, s'il en faut 32 000, ben, vous voyez le budget que l'État va devoir, auquel il va devoir consentir, c'est-à-dire la communauté va devoir consentir pour avoir des médecins. Après ça, l'idée, c'est que ben, ces médecins soient mis à la disposition des populations qui en ont besoin. Maintenant, si l'État fait les efforts qu'il faut pour pouvoir avoir des médecins, mais qu'une fois que les médecins sont là, ils disent non, non, parce que moi, sous un prétexte d'égalité entre les citoyens, etc., je veux être à Casablanca, à Rabat, à Marrakech, dans les grandes villes, là on gagne beaucoup de pognon, beaucoup de fric, où il y a une vie confortable, un lycée français, un cinéma, du théâtre, de bons restaurants, de belles villas, de grandes voitures. Eh bien, les gens qui sont en souffrance et pour lesquels l'État est occupé à faire des efforts pour tenter d'apporter des solutions, mais ne servira à rien. Et puis si 70% de ces gens qu'on aura formés partent à l'étranger, en Allemagne, puisque c'est une des destinations privilégiées, ben ça peut être aussi la France, la Belgique, les États-Unis, etc., eh bien on retourne à la case départ et il n'y a pas de solution. Donc l'État, et c'est ça qu'il faut comprendre, l'État, on dit toujours, l'État doit apporter des solutions. L'État ne peut pas apporter de solutions. L'État peut mettre en place des programmes, peut financer ces programmes, mais celui qui est amené à construire la solution, ce sera toujours le citoyen. Et c'est tout à fait normal. Je prends toujours l'analogie un peu simpliste. Si je veux construire une maison, j'ai besoin d'un architecte, j'ai besoin d'un banquier et j'ai besoin d'un maçon. Eh bien, l'architecte, c'est l'État. C'est lui qui tire les plans, qui monte un certain nombre de projets, comme ici le fait par exemple la volonté de former 32 000 médecins. Il faut un banquier, à nouveau c'est l'État, c'est lui qui va mettre l'argent sur la table pour pouvoir financer cela. Ensuite, le maçon, c'est le citoyen. À la fois les enseignants à l'université qui vont faire le job de former de nouveaux médecins, mais également les candidats médecins qui sont venus et puis qui sortent médecins et qui vont venir justement combler parce qu'en fait le problème c'est pas d'avoir des médecins, le problème c'est d'avoir des médecins là où on en a besoin. En fait c'est d'apporter de la santé aux gens qui en ont besoin là où ils en ont besoin. C'est ça le problème. Et la façon de résoudre ça, c'est par le fait d'avoir des médecins. Alors d'autres solutions seraient peut-être possibles. Nous continuons à former des médecins, ou à la rigueur, pourquoi encore les former? On ne forme plus de médecins, et puis on va demander à Dakar de nous former des médecins, et nous allons prendre surtout qu'apparemment ils ont de bonnes écoles de médecine, et puis on va prendre des médecins qui viennent du Sénégal, et puis nos médecins dorénavant seront noirs, c'est peut-être à ça d'ailleurs qu'on les reconnaîtra. Quand on verra un noir dans la rue, on dira « Ah, regarde un médecin !» Et puis ce sont eux qui viendront nous soigner dorénavant. Ce serait une autre solution. Si, alors ça paraît absurde, ça l'est probablement, enfin ça peut paraître absurde, mais techniquement parlant, c'est aussi une solution. Donc ici, on a une solution qui est une solution qui reste aussi dans un certain respect de nous-mêmes, qui permet aussi à des gens de pouvoir accéder à leurs aspirations en étant médecin. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi tu veux devenir médecin? Tu veux devenir médecin pour être riche ou bien tu veux devenir médecin pour soigner des gens? D'accord? Et c'est là où, en tant que citoyen, je terminerai peut-être là-dessus, on a peut-être besoin, nous, de nous reconnecter au sens des choix que nous posons. Nous sommes tellement dans les peurs aujourd'hui et nous sommes tellement dans l'avidité d'un modèle qu'on nous a présenté à travers les médias, les films, etc., un certain rêve d'une vie, que finalement nous avons peur de ne pas pouvoir accéder au rêve de cette vie. Et c'est ça qui nous pousse à tous les travers. Et on se dit, ben voilà, si je veux accéder à cette vie, j'ai besoin d'avoir de l'argent. Et donc mon premier objectif dans la vie, c'est d'avoir de l'argent. C'est d'être riche, ou c'est de m'enrichir, c'est d'avoir des moyens. Ce n'est plus de faire un métier. Alors qu'en fait, le premier objectif que nous devrions avoir dans la vie, probablement, si nous étions sains d'esprit, c'est de dire, ok, quelle est la contribution que je choisis d'apporter à la communauté ? Et donc, quelle va être ma place dans cette communauté, ou en tout cas, quelle place j'ambitionne dans cette communauté, quel rôle j'ambitionne tenir, et qu'est-ce que je lui apporte. Les autres membres de la communauté faisant de même vis-à-vis de moi et des autres membres de la communauté. Et nous sommes dans ce mode de collaboration, de coopération. Et c'est là, alors à ce moment-là, où on retrouverait le sens de la patrie,
d'un peuple. Je veux dire, le Maroc est un peuple, en tout cas, il veut souvent se présenter tel quel, et je suis prêt à lui accorder ce fait-là. En tout cas, pour l'instant, de par les modes de fonctionnement, en faisant une caricature, c'est un peuple potentiel. Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est plus une somme d'individus. En tout cas, si nous continuons comme ça, nous sommes plus une somme d'individus. Pour être ou redevenir un peuple, toute nationalité confondue, hein, le peuple, ce sont ceux qui se mettent sous la protection de Sa Majesté le Roi parce qu'ils habitent le territoire du Maroc. Eh bien, c'est le fait de fonctionner ensemble, de prendre soin les uns des autres et d'apporter notre contribution à l'ensemble. Et je pense qu'il va être grand temps de repenser de cette manière-là. Alors peut-être que ça fait partie des choses que nous devrions réenseigner dans les écoles dès le plus jeune âge. Mais le seul problème, c'est que pour pouvoir enseigner ça, encore faut-il avoir des gens qui fonctionnent de cette façon-là ou qui ont reçu ça aussi en héritage et donc qui ont été formés de cette façon-là dans leur vie. Je ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un si moi-même je ne l'ai pas reçu. D'accord ? Donc la question qui se pose maintenant, comment pourrions-nous réensemencer notre société, surtout là où les choses se passent dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dans l'enseignement, pour que nous ayons tout doucement des générations qui mettent l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel, parce que c'est ainsi que chacun s'en sortira le mieux et vivra mieux. Et peut-être avons-nous à dessiner un rêve différent que le rêve qui nous est proposé à travers les médias, de façon à avoir une vie qui est bien meilleure, quantitativement, qualitativement aussi. Je veux dire, quand je regarde les fictions qui passent sur les chaînes marocaines pour l'instant, c'est comme tout, il y a du bon, il y a du moins bon. En même temps, les modèles qui nous sont proposés m'étonnent très souvent parce qu'ils sont faits de violence, de disputes, de déchirements, de bassesse, de petitesse, etc. En tout cas, c'est comme ça que j'ai tendance à percevoir les choses. Et je trouve ça très dommage que nous offre cela comme modèle, si bien que non seulement on ne se reconnaît pas nécessairement là-dedans, par contre, on peut s'en inspirer. Ça nous crée des peurs aussi parce que ça nous renvoie à une représentation du monde qui supplante peut-être le monde tel qu'il est réellement et donc qui commence à générer en nous des comportements et des attitudes qui viendraient, qui tenteraient de nous prémunir des risques qui nous sont présentés à travers ces fictions, alors que la réalité est tout autre. Mais ce faisant, de par nos comportements, nous commençons à créer ces réalités, puisqu'en fait, le comportement de l'autre est inspiré par mon propre comportement. Donc si j'ai un comportement de crainte vis-à-vis de quelqu'un, je lui inspire le fait de me faire peur, en fait, ou d'agir avec moi de manière, je veux dire, plus agressive. C'est ce que ça inspire très inconsciemment. D'accord ? Donc, ce sont des phénomènes, je veux dire, qui sont étudiés, qui sont très largement observés. Donc, mon comportement influence celui de l'autre. D'ailleurs, c'est très simple. Si je commence à hurler sur quelqu'un, je veux dire, à moins que la personne, je veux dire, se maîtrise excessivement bien et se raisonne et soit capable de prendre la distance émotionnelle par rapport à la situation, il est peu probable qu'elle me réponde très calmement. Donc, si j'aborde quelqu'un avec énormément d'énergie ou d'agressivité, il est peu probable qu'il reste souriant, calme et dans l'équanimité. Il est très probable, fait de la probabilité à 95-99%, qu'il lui-même monte sur ses grands chevaux et commence à rentrer en colère, parce que mon comportement aura inspiré le comportement de l'autre, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà des considérations à avoir. Alors, ce ne sont que des pistes, hein, c'est une réflexion que je lance, c'est une réflexion que nous devrions avoir tous ensemble, probablement. Et puis nous pourrions même la ramener dans son champ spirituel. Je pense que ça fait partie du projet musulman, du projet qu'avait notre prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien avant lui, je dirais même Dieu pour les hommes. Donc on pourrait replacer la discussion d'ailleurs sur ce terrain-là pour aller rechercher tout ce que la religion nous enseigne pour justement créer une société centrée sur la communauté, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas défendre également ses intérêts personnels, d'ailleurs c'est prévu, mais qui fait la part belle, disons, à la communauté, à la Ummah, comme on l'appelle dans la religion. Donc voilà, je vous laisse à vos commentaires. À partir de là, on pourra peut-être partir sur d'autres vidéos ou sur d'autres échanges. Je pense que ce sont des échanges qui sont urgents à avoir tout doucement. Et qu'il nous appartient en tant que citoyens de prendre en main avec gentillesse, bienveillance et respect. On veut la peau de personne, là n'est pas le propos. On veut simplement pouvoir à un moment donné proposer des voies alternatives, des modèles alternatifs,
un mode de vie alternatif, un projet alternatif, un rêve alternatif à celui qui nous est proposé aujourd'hui par une certaine forme de globalisation, mondialisation d'ailleurs, qui vient de montrer ses limites, puisque avec la pandémie, tout ça vient de s'effondrer et beaucoup de pays ont à souffrir finalement des conséquences de cette mondialisation dans un monde où les choses ne circulent plus. Donc on est bien un peu à la croisée des chemins où ce pour quoi on s'est battu depuis 20 ou 30 ans vient de montrer ses limites et vient de s'effondrer. Et là, il y a quelque chose à construire ou à reconstruire et il y a des choix à faire qui sont des choix de société, de vivre ensemble, euh, c'est peut-être aussi des valeurs, des expressions de valeurs, etc. Donc il nous appartient en tant que citoyens d'en parler très calmement. Alors certains auront peut-être plus de difficultés à quitter le rêve ancien parce qu'ils en ont eu vraiment envie, ça leur a tenu à cœur. Maintenant, peut-être qu'ils se rendront compte à un moment donné que ce rêve est inaccessible aujourd'hui et que tous ces 10 ans qui eussent pu être, il y a peut-être un autre rêve à devoir développer aujourd'hui parce que ce rêve est dépassé, ce rêve est ancien, il est en rupture de stock, il n'existe plus. Voilà. Écoutez, je vous souhaite, au moment où je fais cette vidéo, on est vendredi, donc je vous souhaite un excellent vendredi, beaucoup de bonheur à vous tous, et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve très très vite. À très bientôt.